Donc les gamins, ils ont pensé Neymar, tu vois. Genre. Donc quand ils ont vu arriver le pauvre Vince avec le fauteuil roulant qui joue au ping-pong, de me dire pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus. Donc on s'est retrouvé, au lieu d'aller dans l'Himalaya à 4000 mètres, on s'est retrouvé dans la jungle birmane entre la Birmanie et la Thaïlande. Et donc ils m'ont médicamenté pour que, en gros, je ferme ma gueule et puis que je dorme. Et C'est quoi tes premières sensations? C'est que tu sais tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas? j'ai arrêté de regarder tout ce qui fonctionnait pas, tout ce qui était pourri, tout ce qui était merdique. J'allais dire un pauvre Brésilien, enfin, un fort joueur brésilien, mais que j'avais l'habitude de battre. Et là, qui m'a tordu au 5e set. Tu devrais aller montrer aux gens là-bas. Ils sont tous handicapés, ils peuvent pas bouger. Et je suis sûr qu'avec ça, ils vont pouvoir bouger. Et à aucun moment, il a pensé que moi, j'étais handicapé. Bonjour, je m'appelle Vincent Bourri. Depuis toujours, j'étais passionné par les sciences, la technique, le sport et la nature. Et je vous propose de vous raconter une partie de mon histoire. Bonjour Vincent, Bonjour Coro. merci de nous recevoir. Alors ceux qui ne le savent pas, on s'est connus il y a maintenant une quinzaine, vingtaine d'années où je t'ai accompagné pour les Jeux paralympiques de 2008. Et aujourd'hui, j'avais envie d'avoir de témoignages des personnes que tu es pour moi très inspirantes. Après maintenant, on va se le faire cool, hein. On a le droit de dire pipi, caca, on peut trébucher, on peut se louper. Voilà, le but c'est de passer un bon moment avant tout. Je te propose qu'on le fasse un petit peu de façon un peu chronologique. Donc, on va venir à un moment donné sur ton accident, hein. Peut-être parler un petit peu de l'avant, ta jeunesse, quelles étaient un peu tes passions, ton enfance. Alors, mon enfance, elle se passait à la campagne, à l'ouest de Lyon, dans une ferme que mes parents ont retapée pendant plusieurs années. Et j'ai eu une enfance super simple et super heureuse à la campagne avec deux frangins avec qui on s'entend super bien. Nos parents nous ont toujours en- entraînés ou en tout cas incités à faire beaucoup de sport. Ils nous ont encouragés à avoir un équilibre entre les études et le sport, ce qui fait que j'ai pratiqué beaucoup de sports différents quand j'étais petit, depuis la natation, le judo, la gymnastique. J'ai fait des sports collectifs aussi comme le basket, le rugby ou le Pas le tennis volley. de table dans la jeunesse. Alors, tennis de table, si, bah, j'ai dû commencer vers 7 ans à peu près à jouer au ping dans le club du village de mes parents. Et à l'époque, je faisais beaucoup plus de tennis que de tennis de table. Et le club de ping était super sympa. Et donc, avec mon frère, on avait vraiment l'habitude d'y aller avec la chance d'avoir beaucoup d'entraînements de tennis. Donc, on faisait pas tous les entraînements tous les jours, mais on faisait les compétitions à un niveau raisonnable à l'époque. Donc, surtout pour l'ambiance et avec les copains. Donc, toi, j'ai grandi un peu dans le milieu un peu des bisounours avec à la fois un équilibre entre le sport et les études, jusqu'à rentrer après le bac en sport-études dans une école à Lyon. Donc, moi, je suis rentré, j'ai fait le début de scolarité dans cette école. Et pendant ma scolarité, j'ai eu un accident de sport à un peu plus de 18 ans. Un accident qui est pas du tout spectaculaire comme on peut imaginer en Formule 1, en parapente ou en moto ou des trucs très engagés. C'est simplement au bord d'un lac, là où habitaient mes parents, et en faisant un footing, j'ai trébuché sur une corde qui était par terre que j'ai pas vue. Et je suis parti en avant et j'ai pris le choc dans la colonne vertébrale, assez haut au niveau de la septième cervicale. D'accord, donc ça, c'était à tes 18 ans, hein, c'est bien Ouais, ça? j'avais un peu plus que 18 ans. C'était en 87. 87. Et donc c'est une chute qui a été assez banale. Moi, j'ai même pas réalisé que c'était grave. J'avais pas de douleur, j'étais juste sur le sol. Il y avait un peu de flotte et je me posais la question de ce qui m'était arrivé et je comprenais pas du tout, en sachant que moi, j'étais absolument ignorant du handicap. Je pense, jamais fait gaffe ou jamais rencontré de personne en situation de handicap. Je vivais vraiment au pays des D'accord. bisounours. Et du coup, j'étais transporté à Lyon. Alors, excuse-moi, Ouais, quand enfin, j'essaie de remettre un peu, donc tu chutes, ouais.
C'est quoi tes premières sensations? C'est que tu sais tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas? Qu'est-ce Même que pas, non, non, comme j'avais même pas de douleur au début, c'était même pas douloureux. et tu En t'es gros, relevé tout de suite? je me suis pas relevé, j'étais assis, il y avait un peu de sable, j'étais assis, puis j'attendais que ça se passe, ça revienne. Et en fait, il y avait rien qui se passait. Je pense que tout le monde faisait des blagues en fait. Et c'est le maître nageur, un gars avec qui on faisait beaucoup de moto et beaucoup de tennis, qui lui par contre, il a compris qu'il y a un truc qui allait pas bien. Parce qu'il y avait Et qui avec toi à ce il y moment-là? avait mes frangins et des copains. On était au bord d'un lac en fait. D'accord, d'accord, vous étiez plusieurs, On était c'est en fait groupe, jeu. voilà, on faisait un peu de footing, rien d'engagé, hein, juste courir tranquille au bord du lac, quoi. Donc le maître nageur sent un peu la patate, quoi, en parlant un peu Ouais, familièrement. c'est Il ça. appelle les secours, tu es tout de suite Mhm. transporté. Pendant ce temps-là, pareil, c'est quoi tes Bah, sensations? là, j'ai été mis dans un matelas, une coque, Ouais. et pour immobiliser, parce que moi, je n'avais pas conscience qu'il y avait une telle gravité. Et après, bah, les secours, les pompiers, je me souviens plus exactement, ils m'ont endormi en fait pour le transport. Et la suite, c'est que j'ai été opéré à Lyon parce qu'il y avait une fracture au niveau de la septième cervicale. Donc le chirurgien, il a préféré remplacer la vertèbre pour mettre ce qu'on appelle un greffon, prendre un bout d'os au niveau de la hanche pour remplacer la vertèbre. Et après, j'étais dans un centre de rééducation. Et c'est là où, en fait, cette période, elle a été assez compliquée. Moi, je m'en souviens pas vraiment. On me l'a plus raconté que moi, je m'en souviens. C'est que en début au centre de rééducation, j'ai fait une réaction extrêmement violente. J'étais dans un sentiment de colère, Donc quand tu dis réaction psychologique, c'est ouais, ça? psychologiquement, ouais. Ouais, psychologiquement, alors, j'étais couché, j'étais allongé avec des tractions au niveau de la vertèbre. Je pouvais pas bouger du tout. J'étais vraiment À complètement ce dépendant. moment-là, tu sais exactement ce qu'il en est? Tu Non. sais, est-ce qu'il y a un pronostic? Est-ce que... Donc là, je pense que tu es en phase peut-être d'essayer de voir, de récupérer un maximum, non? C'est le... Ben, au début, j'ai pas beaucoup d'informations. Les médecins qui préfèrent laisser planer le doute. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait à cette époque-là, en se disant, bah, on va voir ce qui se passe, parce qu'il y a une possibilité de récupération. Parce que moi, j'avais pas une section de la moelle épinière, j'avais une compression. Et dans le cas d'une compression, il peut y avoir de la récupération partielle ou totale, en sachant qu'au fil du temps, plus le temps passe, moins il y a de chances que ça récupère. Mais même de ça, j'étais pas tellement conscient de cette possibilité. J'étais juste dans un état très très démuni, très vulnérable et surtout très en colère de ce qui se passait, avec l'impossibilité pour moi de bouger, de pouvoir me faire quelque chose. Et la réaction que j'ai eue, c'est que j'arrachais tous les tubes, tous les câbles, je pétais tout ce qui était à ma portée. Une J'étais sorte de révolte, Ah quoi. ouais, grosse révolte. J'étais un super connard. C'est vraiment un gros connard. Non, mais après, c'est un traumatisme. Ouais, Enfin, ouais, ça, c'est mais savoir comment on peut réagir là-dessus. ouais, mais la réaction que j'ai eue, en fait, elle a été insupportable parce que j'avais un voisin de chambre qui pouvait pas dormir. J'étais odieux avec tout le monde. Et donc, ils m'ont médicamenté, en fait, pour que, en gros, je ferme ma gueule et puis que je dorme. Et pendant une dizaine de jours, en fait, moi, j'ai pratiquement pas de souvenir de cette période, tellement j'étais, Blackout, enfin, ouais, c'est burn. ça. Ouais, c'était fermé. Je m'en souviens pas. On me l'a raconté tout ça. Et je pense que c'était lié vraiment à cette sensation, ce sentiment d'injustice, de me dire pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus. Ouais, comme tu dis, avec une grosse révolte et un sentiment de colère énorme, vraiment énorme. Donc ça, c'était les 10 premiers jours et 10, 15 premiers jours. Et il y a un des kinés qui passait, qui était quand même étonné que j'ai moins de capacité que ce que j'aurais dû avoir par rapport à mon niveau de lésion. Et là, ils ont fait une radio de contrôle et qui n'avait pas été faite après mon opération à l'hôpital et qui a constaté que le greffon qui a été posé était beaucoup trop gros et qu'il était en train d'écrabouiller la moelle épinière. Donc, sous une forme d'urgence, 2 heures après, j'étais au bloc. Le chirurgien, il a réouvert, il a pris le greffon, il a raboté, il a remis plus petit, il a remis en place. Alors, sans présager que ça aurait pu Ça peut être avoir des complètement incidences différent. sur ta récup. Bah, c'est sûr que là, ça devenait beaucoup plus compliqué. Une fois qu'elle est écrabouillée pendant pas mal de jours, là, il y a très peu de chances de récupération.
Et c'est pas pour autant que j'aurais récupéré Mmh. si jamais ça avait été fait bien du début. En tout cas, voilà, c'était un week-end du 15 août où il y a eu énormément de cartons sur la route. Aux urgences, les chirurgiens, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils n'ont pas fait tous les protocoles. Donc il y a eu un oubli en fait d'une radio de contrôle qui aurait pu déterminer qu'il y avait un truc qui allait pas, et auquel cas ça aurait mis peut-être un peu plus de chance de mon côté. Et donc j'étais pendant une grosse période dans cette sensation de d'injustice, de me dire pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus, c'est pas le plan, etc. Justement, j'allais un peu te parler un petit peu de ton, enfin, ce qu'on peut dire acceptation de l'handicap, Ouais. c'est-à-dire entre cette phase où tu as envie de tout casser et Mm. jusqu'à le moment où les choses se remettent en place et tu te remets à avancer dans ton projet, Ouais. ou dans tes projets ou dans ta vie future, c'est déroulé combien de temps? Ben, après cette période vraiment de violence ou de révolte, au contraire, je suis passé dans un mode totalement apathique, enfin la déprime, sans doute dépression, avec l'envie de plus rien, quoi. Moi, j'avais plus du tout envie de me battre. Je me suis laissé partir. Clairement, j'avais pas le goût de me battre parce que je commençais à comprendre ce que c'était les conséquences d'être en situation de handicap. Et j'étais pas du tout dans l'acceptation en fait. J'avais pas du tout envie de ça. J'étais plus dans une forme de résignation et de me dire bon, ça sert à rien, j'ai plus trop envie de vivre en étant dans ces conditions. Donc en fait, j'ai lâché l'affaire, quoi. Aujourd'hui, donc tu es tétraplégique. Mm. À quel moment le diagnostic il a été clairement donné ou on te l'a au début, comme tu m'as dit, il Ouais, laissait faire. À quel moment où clairement on bascule vers un non et ouais. vers une voilà une, Je saurais pas te dire à quel moment je me souviens que le discours c'était il y a une possibilité de récupération. Et donc c'est assez tôt, je pense que je l'ai compris, ou c'est mes parents qui me l'ont dit, ou mes frangins, peut-être le corps médical, mais toujours avec cette notion, dans le cas d'une compression, il peut y avoir une récupération. Et à tel point qu'il y a même, il y a des gens qui sont venus voir, des gens qui ont eu un accident à peu près similaire et qui avaient complètement récupéré, et donc qui disent: «Ouais, c'est cool la vie, tout va bien», ça et sauf que moi, ça s'est pas passé comme ça. Il y a pas eu du tout de récupération, 0 pourcentage de récupération. Et cette période, je dirais qu'elle a duré quand même plusieurs semaines où moi j'avais plus du tout envie, et c'est un peu grâce à l'entourage médical, grâce à mes parents, grâce aux copains du sport, qui eux, ils y croyaient plus que moi à l'époque. mmh. Franchement, c'est grâce à eux que j'ai pu me raccrocher. En fait, c'était l'idée de me laisser partir, et puis au bout d'un moment, je suis arrivé au fond, et là, est-ce que je continue à creuser quand je suis au fond? Bah, grâce aux gens qui étaient autour de moi, ça m'a donné une motivation, ça m'a donné envie de me battre en fait. D'accord. Ton entourage t'a Ouais, donné la force d'avancer. exactement. Que moi j'avais pas, hein, clairement. Au début, j'avais pas ça. Alors ça m'a donné une petite impulsion justement pour repartir du fond, et repartir finalement de me questionner sur d'avoir à nouveau des projets d'études, des projets de famille, des projets avec les copains, des projets avec le sport, enfin, un nouveau projet de vie quoi, qui serait différent. Et à partir de là, bah, j'ai arrêté de me lamenter sur mon sort en me disant bah, pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus. Et je basculais plutôt en mode en me disant bah, pourquoi pas moi, pourquoi ce serait pas possible à nouveau d'avoir un projet Il y a eu un sportif, déclic amical. spécial qui t'a fait basculer vers tu as un souvenir, il y a rien? C'est pas un truc spécial, je crois D'accord. pas que c'est un truc. Il y en a peut-être eu un, mais en tout cas il m'est pas évident aujourd'hui. Je dirais que c'est plus sur la permanence de l'accompagnement de gens qui m'ont apporté beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup d'amitié, et je me suis accroché à ça, quoi. Et c'était dans un premier temps, c'est en réponse à ça, en me disant bah non, je vais pas les décevoir, je vais quand même un peu me battre. Et à partir de là, dès que j'ai pu aller en rééducation, je me suis dit bah je vais en mode sportif, je vais faire un maximum en rééducation pour pouvoir progresser. Parce que j'avais toujours cette idée que j'allais pouvoir récupérer, D'accord. et qui a jamais été contredite vraiment par les médecins, alors que clairement, quand j'en discute aujourd'hui, quand j'en ai discuté un peu a posteriori, vu l'écrabouillement de moelle épinière que j'ai eu pendant 10-15 jours, c'était un peu plié, quoi. Il y avait pas vraiment de possibilité, mais en tout cas, le discours, c'était celui-là. Et du coup, alors, pour te donner un exemple, dès que j'ai pu aller en rééducation, je me suis dit, je vais faire 400 pompes par jour. Alors les pompes, quand on est en fauteuil,
c'est pas Rambo, hein, c'est pas Mm. Sylvester Stallone, Rocky Balboa, là, qui va le faire sur un doigt, sur une main. Ouais, ça ressemble à rien, c'est tout vilain, on pousse juste sur les bras. Mais je pense que il m'a fallu un jour pour faire mes 400 premières pompes. J'ai dû mettre, je sais pas, 2, 3 jours à être autorisé à retourner en rééducation. Et évidemment, ça sert à rien. Alors, ça m'a musclé les épaules, les bras. Et moi, j'étais un peu naïf parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais en tout cas, c'était mon objectif. Et j'ai fait ça pendant super longtemps. Dès que j'ai pu aller à la piscine, je faisais des longueurs tout le temps. J'étais Forrest Gump des longueurs avec des pompes. Plus toute la musculation. Enfin, j'ai fait. Je suis passé en mode. En Un plus, peu, tu t'es résigné à un moment donné à quelqu'un qui était survolté survolté, ouais, surmotivé et pas et en plus pas de manière très appropriée, hein, mais en tout cas c'était comme ça que que ça, t'avances. c'est comme ça que j'avance. En gros, j'ai arrêté de regarder tout ce qui fonctionnait pas, tout ce qui était pourri, tout ce qui était merdique, et me dire bah qu'est-ce qui reste quoi. Et là par contre je vais mettre le paquet. Et donc il reste les bras, le cou, les épaules. Tu peux rapidement refaire un petit peu la base de la tétraplégie, peut-être pour ceux qui nous regardent. Ouais. Alors moi j'ai un accident au niveau de la moelle épinière. Donc la moelle épinière, ça part du cerveau et ça descend jusqu'au bas du dos. Au début, il y a les cervicales, après dorsales et lombaires et sacrées dans l'ordre. Et en gros, quand on a une lésion médulaire, pour simplifier, où c'est complet, ben, tout ce qui est au-dessus de la lésion, ça fonctionne, et tout ce qui est en dessous, ça fonctionne plus. Donc moi, j'ai une lésion qui est relativement haute, la septième cervicale. Donc tous les nerfs qui sortent de la moelle épinière dans la colonne vertébrale et qui vont innerver les muscles de la tête, du cou, des épaules, des bras, ça fonctionne et ça s'arrête au niveau des mains. J'ai pas la motricité des doigts, par exemple. D'accord. Et c'est aussi les choses qu'on voit pas, ça veut dire que j'ai pas les abdominaux, les intercostaux, et donc j'ai une faible capacité respiratoire par rapport au fait que j'ai pas l'assistance des autres muscles qui sont là mais qui sont pas innervés, qui fonctionnent pas. D'accord. Et ça a des conséquences aussi sur des choses qu'on voit pas forcément, mais pour rien que de pouvoir tousser, c'est très compliqué parce que j'ai pas tous les muscles qui vont m'aider à ça. La thermorégulation, elle fonctionne plus, donc quand il fait chaud, ben, je peux pas évacuer de la Pour chaleur. ceux qui, voilà, tu ne transpires pas, Je enfin ne voilà, fais donc pas tu de n'as pas une transpiration. régulation de température, donc quand il Ouais, fait froid, tu as très froid, et quand il fait ouais, chaud, tu as très chaud. voilà, c'est ça. Alors quand il fait froid, c'est un truc que je peux compenser en mettant des épaisseurs, Hmm. mais quand il fait très chaud, le mécanisme normal, c'est d'avoir de la transpiration, donc on évacue les calories par la flotte qui s'évacue, et en plus on en évacue encore quand la flotte se transforme Hmm. en gaz. Donc tout ça, j'ai pas. Donc quand il fait chaud, ouais, j'ai vraiment super chaud. On a, voilà, Et ouais, donc il y a plein de choses qu'on voit pas dans le handicap, en plus du fauteuil et de la mobilité, mais qui sont bien, bien compliquées quand même, quoi. Et donc là, l'état d'esprit que j'avais, c'était de me dire, bah, avec ce qu'il y a, je vais y aller à fond, à don pour pouvoir muscler tout ça, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui te regarde aujourd'hui, qui malheureusement passe par ce moment difficile? Il y aura un message? Est-ce qu'il y aurait quelque Mm. chose qui puisse Bah, moi, je pense beaucoup à la force de l'entourage. C'est s'accrocher avec d'accepter que ben il y a des gens autour de soi qui sont là aussi pour aider, pour nous tendre la main, pour nous soutenir, nous écouter quand on est en situation un peu de vulnérabilité, de déprime ou ça va pas. Donc faire confiance à la relation à l'autre, c'est quelque chose moi j'ai trouvé super important, que j'ai découvert à ce moment-là, parce que je suis plutôt dans un tempérament où moi je me débrouille tout seul et j'ai pas besoin des autres pour avancer. Donc là, au contraire, j'avais clairement besoin des donc autres. voilà, donc sentimentalement, voilà, ton Mm. entourage t'a apporté Ouais. beaucoup, Le corps médical aussi, corps franchement, médical, c'était magnifique. Et les copains, alors ça trie un peu, hein, c'était une ouais. époque un peu de tri entre des gens que je pensais vraiment très proches, finalement, qui ont disparu des radars, et puis d'autres qui se sont révélés et avec qui on a renforcé des liens d'amitié. Donc, ouais, ça fait un peu de ménage, Mm. mais dans le bon sens. Je trouve que Mm. ça consolide, ça fortifie des relations, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient amicales, quoi. Donc, Amoureuse? amoureuse. Alors, à l'époque, j'étais amoureux d'une jeune fille et j'étais pas du tout assez costaud pour envisager de continuer une relation avec elle.
Et je me sentais trop moche, trop diminué, trop pourri pour voilà, continuer avec elle. Donc ouais, j'ai engagé une rupture, mais vraiment de bon fait. Mmh. Et voilà, je pense que je ne referai peut-être pas la même chose Mmh. avec l'expérience. En tout cas, je trouvais que c'était pas sympa pour elle Et d'être tu as mis avec combien de temps ensemble. peut-être pour après tu as connu d'autres Mm. dames, hein. Tu as Ouais. mis un moment pour un petit peu l'accepter à ce niveau-là? Euh, ben après, c'était plus facile de basculer sur un mode de séduction, de relation, parce que les gens me rencontraient avec le handicap. D'accord. Tandis que là, j'étais sportif de haut niveau, j'avais été son prof de tennis, j'avais un peu plus de 18 ans, si tu veux, Mmh. ouais, j'étais pas un mec tout pourri, Mmh. handicapé, quoi. Et j'avais pas, c'est tout ce qui touche à l'image de soi, à l'estime de soi. Mais clairement, moi, j'étais au fond du trou par rapport à ça. Donc je trouvais pas juste de continuer une relation avec quelqu'un où c'était pas le plan du départ, quoi. Et sans forcément trop lui demander, parce qu'elle, à l'époque, elle était plutôt hyper dans l'idée de continuer Mmh. malgré tout. Donc moi, j'étais un peu, ouais, un peu radical, un peu con. Mais par la suite, ça m'a empêché de faire des rencontres, de flirter, d'avoir des relations, de faire la fête et de rencontrer des, euh, des jeunes filles avec qui j'ai eu des belles Des belles aventures. aventures. Ouais. Je te propose qu'on parle un petit peu de ton parcours dans le tennis de table, hein, Ouais. avant qu'on va Mm. aller aux Jeux paralympiques. Comment tu as découvert le tennis de table? Alors, tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais commencé avant ton accident à tes Ouais. 7 ans, même si tu as préféré le tennis. Ouais. Euh, Mais même jusqu'à 18 ans, je jouais en compète, à un bon niveau. Avec mon frangin, on a été champion de la Loire en, je sais pas quoi, en cadet. On était pas trop mauvais quand même. Donc le tennis de table, je l'ai pratiqué tout le temps en fait, mais pas autant que le tennis. Ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement dans les sports qu'on m'a proposés en rééducation, le tennis, clairement, c'était pas possible parce qu'il fallait tenir la raquette, déplacer le fauteuil, et j'ai pas assez de muscles pour le faire. Alors c'était rigolo parce qu'il y avait, moi j'étais prof de tennis à l'époque, il y avait des kinés qui me demandaient de venir avec eux sur le cours pour voilà, un peu les conseiller, les coacher sur leur technique, leur posture, etc. Mais pour moi, le tennis, c'était pas possible. Et assez rapidement, en fait, j'ai pu voir avec une ergothérapeute qui a confectionné une orthèse, en fait, en gros, un système de bandage qui me permettait de tenir la raquette. Et ce qui me permettait, après la rééducation, donc à 17 heures, quand tout s'arrête, quand il n'y a plus de kiné, plus de muscu, plus de piscine, plus d'ergo, où là, la tendance dans le centre de rééducation, c'était plutôt ouais, alors c'est pas le truc le plus sympa. C'était plus de boire des canons et de fumer des pétards dans un coin que de faire du sport. Et moi, ça me convenait pas. En fait, voilà, j'ai essayé, mais c'était pas mon truc. Et du coup, je jouais au foyer avec ceux qui voulaient bien. Donc en gros, tous ceux qui voulaient bien jouer au ping-pong avec moi, c'était mon plaisir. donc là, tu avais déjà ta raquette avec J'avais un une système raquette. qui te permet de, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, Mm, c'est quand même de serrer un peu plus la raquette pour pas la perdre des mains. ok, oui, c'est Une sorte ça. de, voilà, Une une aide. orthèse, ouais, ou ouais, un système de serrage qui vient Mm. compenser le fait que les doigts ne tiennent pas. Alors c'était juste une bande qui est utilisée pour les problèmes de contention. En fait, Mm. c'était un bas de contention découpé. Où on pouvait passer la raquette dans un trou et ça tenait ça. Et puis moi, j'ai joué au ping-pong tous les jours, en gros, à partir de 17 heures jusqu'au repas et après quand c'était possible. Mais en mode loisir, c'est juste pour m'occuper. Et puis quand je suis sorti du centre de rééducation, au bout de plusieurs mois, l'école où j'étais inscrit m'a proposé de me reprendre et ils avaient été très, très accueillants dès le début en disant qu'ils me reprenaient en sport-études si je revenais, que pour les études si je souhaitais, valide ou handi, n'importe. Et à savoir qu'à l'époque, c'était pas du tout accessible les locaux, donc j'ai lâché l'affaire. Et donc j'étais sur Lyon à cette époque-là et je suis venu sur Grenoble où c'était plus accessible, c'était plus possible de faire des études. Et j'ai toqué à la porte du club des Chirolles assez rapidement. Et ce qui est assez drôle à cette époque-là, c'est que les dirigeants du club
Quand moi j'ai demandé à pouvoir jouer au ping, je crois qu'il n'y avait pas encore de section handisport. Je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Et moi, j'ai adoré l'accueil que j'ai eu parce que j'ai dit, ouais, moi, je vais jouer au ping-pong. Et les mecs, ils m'ont dit, bah, en fait, nous, on handicap, mais sérieux, on n'y comprend rien, on sait pas faire. Par contre, on a un club d'accueil, on est plutôt dans l'insertion, des gens qui ont envie de jouer, des gens qui ont des parcours qui sont un peu différents. Nous, on est dans l'accueil, dans l'insertion, ça, on sait faire. Donc, si toi, tu veux jouer au ping, ça, par contre, on connaît bien, eh ben, on va y aller, quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au ping-pong. Au début, c'était peut-être 1 ou 2 fois par semaine, les premières semaines. Puis en fait, assez rapidement, j'ai pu m'intégrer dans le reste du club parce qu'il y a une section handi qui a dû être créée à peu près à ce moment-là. Et la section du club des Chirolles que tu connais par Je cœur. connais très bien. Et donc, du coup, quand tu t'es lancé un peu dans le handisport, les premières compétitions sont venues assez rapidement? Oui, assez rapidement parce que mine de rien, entre mon passé valide et les heures que j'ai fait en rééducation et l'accueil que j'ai eu à Échirol, j'ai eu un niveau suffisant pour aller au championnat de France assez rapidement. Je ne saurais pas dire en quelle année j'ai eu mes premiers titres Hmm, au niveau français, mais c'est début des années 90. d'accord. Et assez rapidement, ça m'a permis d'être détecté pour aller en équipe de France. Et j'ai fait mes premières compétitions internationales en 93, je crois. Non, 91. 91. 91, j'ai participé à des échanges internationaux. Et à partir de là, bah, je suis rentré en équipe de France où je suis resté pendant pas mal d'années. Ouais, pendant pas mal d'années. Donc, il y a plusieurs classifications, hein, si Mm. tu peux nous en toucher un mot sur. Ouais, alors les classifications pour comparer, c'est un peu comme les sports de combat où quelqu'un qui fait par exemple du judo ou de la boxe, Les catégories de poids. il y a des catégories de poids. Voilà, Voilà. il y a des catégories de poids où quelqu'un qui peut être super bon en boxe et qui est qui fait moins de 60 kilos, bah, s'il va faire un combat contre un gars qui fait 130 kilos, Même s'il n'est pas très bon, il va avoir du mal, quoi. c'est ça. Voilà, exactement. Et donc nous, c'est pas le poids qui fait la différence, mais c'est les capacités fonctionnelles de ce qu'on est capable de faire ou pas faire. Et donc, du coup, on passe devant des personnes de classification. Donc, il y a à la fois des gens qui viennent du milieu médical et paramédical pour dire, ben voilà, il peut lever le bras ou pas lever le bras, puis appuyer sur les jambes, il peut faire la rotation du tronc, il peut se déplacer avec un handicap debout de telle ou telle façon, il a telle ou telle motricité, telle ou telle mobilité, qui est complété par un technicien du ping, un gars comme toi, qui pourrait avoir le regard en disant, ouais, mais ce gars-là, ok, il a la rotation du tronc, mais il est tellement lent qu'il sert à rien au ping-pong. Ouais, grosso modo, c'est pas linéaire. Enfin, des fois, chaque cas est a ses spécificités et Ouais, le jugement pour le mettre dans une certaine classification peut des fois un peu différer. Rien n'est écrit dans le marbre au départ. ouais, ça peut évoluer, puis surtout, c'est bien d'avoir des regards à plusieurs. Donc, les classifications, ça se fait en plusieurs temps, et à un moment, le chef des classificateurs va déterminer dans quelle catégorie on joue. Et il faut savoir qu'en tennis de table, il y a 5 catégories en fauteuil. D'accord? Donc, depuis la classe 1, qui sont les personnes les plus handicapées, jusqu'à la classe 5, où les gens sont en fauteuil, mais généralement avec un handicap léger. Parfois, ils sont même pas en fauteuil au quotidien. D'accord? Ils utilisent juste le fauteuil pour jouer. Et il y a également 5 catégories pour les personnes qui sont debout. Et pour vous donner une image, il y a un Égyptien qui est assez célèbre en ce moment, qui joue avec la bouche et qui est très spectaculaire. Et il sert avec le pied. Il a D'accord. un pied. Il lance la balle avec le pied et Et il sa joue raquette avec la bouche. est dans sa bouche. Ok. Donc il faut imaginer que ce gars-là, même si c'est spectaculaire, contre quelqu'un à qui il manque juste l'avant-bras de la main qui joue pas au ping-pong, ça va pas être tout à fait dans la même catégorie. Et voilà, donc il y a des catégories pour les joueurs debout. Si quelqu'un qui est double amputé des jambes, il va être plus emmerdé que quelqu'un qui est amputé du bras qui joue pas au ping. Donc il y a 5 catégories pour les joueurs debout et il y a une 11e catégorie pour les déficients intellectuels, déficience Ok. mentale ou psychique. Donc toi, tu es classé niveau 2 hein, dans C'est la ça. classification. Mm. Donc du coup, quand tu fais des compétitions, tu es que avec des personnes qui ont ce niveau-là d'handicap. Et tu as commencé à 91, hein, c'est ça, Ouais. et jusqu'à 2008, où ces fameuses participations aux Jeux. Euh, c'est quoi les souvenirs qui t'en restent au genre de la préparation? Bon, c'est une Olympiade, hein, c'est 4 ans jusqu'à ce titre.
Ouais, alors c'est toutes les étapes avant d'arriver au jeu en 2008 et toutes les compétitions internationales auxquelles j'ai participé. Alors, c'est vrai que nous, on a commencé à travailler ensemble en 2004, hein. Ouais, Donc, ouais, tu avais déjà été numéro un mondial à un moment mm, donné. Je ouais, connais pas exactement ton CV à ce moment-là, mais tu étais déjà, on va dire, un joueur confirmé, hein. C'est-à-dire que tu avais ouais. déjà fait je sais pas si tu avais des titres à ce moment-là, Moi, ou du moins mm, des bonnes places sur différents championnats. ouais, j'avais déjà des titres mondiaux ou européens ou sur des compétitions. J'avais déjà participé à 3 fois aux Jeux paralympiques, à D'accord. Atlanta, à Sydney et à Athènes. J'avais déjà eu 2 médailles aux Jeux paralympiques. Et Mais pas l'or. mais pas l'or. Non, c'est ça, pas l'or. Ah, j'ai eu bronze et argent, mais pas l'or. Mais pas l'or. Et la préparation, elle a été intense. Hein. C'était beaucoup de travail, beaucoup de stages avec l'équipe de France, énormément de travail qu'on a fait ensemble. Je peux en attester, oui. Ouais, beaucoup d'heures, soit à Échirolles, soit ici à Cornillon. On avait mis en place un centre d'entraînement spécifique et avec l'idée d'aller chercher le plus beau des métaux à Pékin. Et en sachant que ça avait plutôt mal commencé, parce que pour rappeler, il y a d'abord des poules qualificatives, et à la sortie des poules qualificatives, on rentre dans un tableau par élimination directe. Et puis là, c'est tant qu'on gagne, on continue. Et pour sortir de poule, il fallait être premier de la poule. Et moi, je joue j'allais dire un pauvre Brésilien, enfin, un fort joueur brésilien, mais que j'avais l'habitude de battre. Et là, qui m'a tordu au 5e set. Donc, je pars avec un match De perdu dans la perdu poule. dans la poule, en sachant que les deux autres, c'est des monstres de niveau. Et c'était plutôt mal barré. Et après, ouais, j'ai sorti un ping de rêve pour la suite, quoi. Jusqu'à la finale. Jusqu'à la finale. Et puis, avec cette femme, enfin, moi, c'est vraiment un match référence. C'est la demi-finale contre le Coréen, Ouais. où là, j'ai joué le ping de ma vie, quoi. Ouais, comme dans les livres, hein, comme on dit, hein. Comme dans les livres. C'est comme si c'était écrit, on savait déjà le scénario, mais des fois, le scénario, il faut l'appliquer. Mm. C'est vraiment, je pense, une de tes plus belles prestations, Mm. hein, personnellement. Ouais, Je j'espère. Ouais. m'applique là-dedans. Au niveau ping, la demi-finale, je me souviens, on s'est regardé, tout allait bien, quoi. C'est ce qu'on appelle le flow ou l'état de grâce. Enfin, vraiment, Dans la c'était zone. génial dans la zone. Ouais, c'était le match parfait. Je crois que le mec, je pense que statistiquement, il me bat 7 fois sur 10. Surtout sur les grosses compètes, ouais, c'est lui que j'ai perdu en finale des Jeux à Atlanta. J'ai perdu au monde en finale. J'ai battu quelques fois, mais beaucoup moins C'était que pas gagné, quoi. non, j'étais pas favori sur le match. Et je crois que il gagne un set et après, En plus, je mets 3 suivants. ouais. Et le dernier set, je mets 11-1. C'est juste improbable sur un mec comme ça. Je rentrais tout. Tout allait bien. Lui, il tentait des smash, je faisais des contre-smash. Complètement à n'importe quoi. Donc ça, au niveau ping, c'était vraiment une super satisfaction. Vraiment, c'était génialissime. Et puis après, il y a quand même la finale que j'ai joué contre un autre Français où on est partenaire d'équipe, où là, j'étais sur la même lancée. J'ai fait un match où il n'a pas pu respirer. En fait, j'ai tout déroulé, tout s'est bien passé par rapport à ce qu'on avait mis en Oui, place mais c'est vrai que tu n'as tactiquement. même pas douté, hein. Non, T'étais au-dessus hmm, peut-être lui, t'étais un peu en deçà, la gestion du moment, peut-être la la pression. pression, mais c'est vrai, toi, c'était Ah, moi, limpide. ouais, ouais. Et ça, c'était super cool, quoi. Ouais, comme tu dis, après, j'ai levé les bras. Enfin, moi, j'étais dans mon. Il y a plein de trucs, je me souviens pas. Enfin, j'ai vu que par les photos. J'étais Mm. tellement inondé de D'émotion. belles émotions, de la chimie du cerveau qui se déclenche à ce moment-là. Et je m'étais préparé avant les Jeux, après, en me disant s'il y a Nelson Montfort ou l'équivalent qui va m'interviewer, je vais sortir que des trucs intelligents, des citations de philosophes, des machins comme ça. Un truc, mais super malin. Et en fait, j'arrive, et là, je suis déplorable. Oh, je suis trop content, c'était super. Le nulos Une intégral. régression totale. C'est ça, régression totale. Ah ouais, une catastrophe. Ah, j'étais mauvais. Et alors que je voulais justement sortir un peu. Bah non, incapable. C'était une bouse totale, quoi. C'était une catastrophe. Mais ouais, submergé par l'émotion. Puis après, voilà, on a partagé avec les copains, avec la famille. Mon père était là, il y avait toi et les courses. Enfin, Mm. tout le monde était là, c'était cool. Est-ce que ça a eu un impact dans ta vie de tous les jours, ce titre? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après, ou pas trop? Ça s'est
Alors, dilué dans ta vie de tous les jours, en ouais, positif, mais malgré tout? j'ai pas du tout capitalisé là-dessus. Je suis passé complètement à côté, la notion de rechercher des partenaires, de vendre un peu la médaille d'or, au jeu. J'ai zappé et personne m'a trop rappelé non plus de le faire, donc je suis complètement passé à côté de ça. J'avais pris beaucoup de mois de dispo pour, me préparer et pas être concerné par le boulot. Donc je pense que 2-3 jours après être rentré, je rattaquais le boulot avec des grosses pressions, au niveau du travail. Donc moi, mon boulot m'a toujours éclaté, donc je suis super content de ça. Toi, Donc tu étais ingénieur, hein? moi, j'ai une formation d'ingénieur, ouais. J'ai une OK. formation d'ingénieur et puis j'ai préparé une thèse doctorale en neurosciences sur les processus d'apprentissage du cerveau. Donc j'ai toujours été intéressé aussi par ce côté-là. Et donc à cette époque-là, je travaillais chez Hewlett-Packard en tant qu'ingénieur à temps partiel pour pouvoir faire du ping. Et je rebasculais dans la vie quotidienne directe, quoi. Classique. Ouais, j'ai pas du, ouais, j'ai eu le blues quand même, le blues après les jeux. Ça, je m'en souviens. Petite décompression. Petite décompression, ouais, envie de revivre ces ambiances de dingue, l'énergie que ça procure. Donc là, je fais ma petite déprime de décompression après. Et je suis reparti dans le bain avec le même rythme qu'avant, en fait, d'entraînement, de boulot, de compétition, de repartir sur les compétitions nationales, le critérium, les compétitions internationales. Et j'ai pas eu un avant et un après, quoi. Ou en tout cas, je suis passé à côté, peut-être. Je suis peut-être passé à côté. Du coup, tu continues, tu participes combien de jeux après les Jeux de Londres? Eh ben, on était à Londres Ouais. en 2012. Donc, 2012, je participe au jeu où là, c'est la déception parce que j'étais tenant du titre euh, paralympique et j'ai fait un quart de finale pour le championnat Le du russe. monde, le russe, et c'était un gros combat, mais voilà, je m'en suis pas 8 au sorti. cinquième, il me semble. C'est ça, ouais, 8 au cinquième, sachant que je mène 5-4 en tournant, et là, il me sort des trucs, il lâche la raquette, il tombe sur la table et il remet un rétro enfin, il a vraiment bien joué le coup. Moi, j'ai peut-être pas été assez offensif. En tout cas, c'est lui qui gagne. Mais une belle satisfaction parce qu'il y a une compétition par équipe et on s'est tous remobilisés en équipe. On a fait contre la Corée, on a fait un match d'anthologie. On a vraiment fait un match magnifique et qui nous a permis d'aller en finale. Et on perd en finale contre les Slovaques qui sont un peu notre tête noire, notre bête noire en par équipe. Donc médaille d'argent par équipe, c'est, ouais, c'est chouette. Sur le coup, quand on fait médaille d'argent, on a toujours tire toujours la gueule. Mais après coup, voilà, c'était génial d'avoir Du coup, vécu c'est la ça. fin de ton histoire avec les Jeux? Ben non, parce que j'ai continué après. J'ai encore fait des titres ou des médailles au niveau européen, au niveau international. J'étais Les Paralympiques, c'était fini, les Jeux ben, en Paralympiques. fait, en fait, j'étais qualifié pour les Jeux de Rio. J'étais qualifié pour les Jeux de Rio et la Fédération française handisport, commission tennis de table, a changé les critères en cours d'année et donc en début d'année j'étais qualifié, enfin j'étais qualifié en fin d'année aussi de 2015, et par contre ils ont pondu au mois de décembre des critères où il fallait être dans le top 8 mondial de sa catégorie. Et j'étais en cours d'année, j'étais numéro 5 et en allant faire des compétitions un peu partout pour aller justement me frotter à des joueurs Hmm. que je connaissais pas et puis voilà, me préparer au mieux. J'ai fait des contre-perfs et je me suis retrouvé numéro 9 au moment de la sélection Ouais. française. Donc j'ai été bien dégoûté parce que je l'aurais su avant, j'aurais surtout pas fait ces compètes pour pas prendre de risques. Voilà, c'était une petite frustration parce que j'avais vraiment prévu d'y aller parce que j'avais un gros projet aussi perso au Brésil et voilà, j'étais un peu dégoûté. Et en sachant que ce qu'il y a eu derrière, c'est qu'il y a eu une volonté de la Fédération française handisport de faire différemment de toutes les autres fédérations, y compris les valides. C'était de dire, on va emmener pas beaucoup de gens, mais on va prendre que la crème de la crème et on va tellement se concentrer sur eux qu'ils vont faire des super résultats et on aura des meilleurs résultats que si on emmenait tout le monde. Vous voulez réduire les budgets, quoi. Je pense que c'était vraiment une vision en fait, parce qu'il n'y avait pas forcément de problème financier, parce que les jeux, c'est pas la Fédé qui paye, hein, c'est les pays organisateurs. Non, c'était une vision, vraiment un choix stratégique.
qui s'est montré déplorable parce que c'était le plus mauvais résultat de toute l'histoire des Jeux à Rio. Donc, ils sont un peu rendus compte que c'était une connerie et que c'était pas pour rien qu'ils avaient jamais fait comme ça avant, ni les valides. Mais voilà, en tout cas, c'est tombé l'année où je n'ai pas participé à Rio. Ben, après, j'avais un peu peur de ça. J'avais un peu peur d'arrêter les entraînements pratiquement tous les jours, les déplacements, les préparations physiques, la rigueur aussi du haut niveau, avec tout ce qu'on entend de risques de dépression, d'addiction, de partir un peu en vrille. Et j'ai beaucoup travaillé cet aspect-là, notamment en prépa mentale, sur le fait d'être hyper honnête sur qu'est-ce que j'allais faire après. Et puis moi, j'avais envie de jouer au ping-pong. Il fallait être clair sur le fait que j'allais quand même me prendre des raclées par rapport à des gens que dans d'autres conditions j'aurais pu battre. Et à partir du moment où c'était OK pour moi de dire bah, j'ai envie de jouer, ça me fait plaisir, j'ai continué le circuit national, le critérium, et Mmh. même en valide pendant quelques années, je Ouais, tu continuais à jouer. as gardé cette fibre un peu Ouais, de puis j'aime bien, pongiste. j'aime bien ça, ouais. Bon, je sais que tu es une personne très passionnée, tu as d'autres projets, hein, donc tu me parles de ta Mm. passion pour le tennis de table. Parle-moi un petit peu des autres projets, de tes grands projets que tu as fait, tes grands voyages. Bah, je vais parler peut-être de Rio, en fait, qui est un projet qui me tenait à cœur, parce que depuis quelques années, avec un groupe de copains, on donne un petit peu de thunes à une association qu'on connaît, qui est à Rio, qui accompagne les jeunes dans les favelas à travers du sport, à travers de la culture, sous forme de la journée, ils vont dans un centre d'accueil, ils sont pris en charge par des animateurs, des éducateurs, des bénévoles, et après ils rentrent chez eux. Un peu comme s'ils allaient à l'école, mais bon, c'est pas une école, c'est juste un lieu d'accueil au cœur des favelas. Donc les favelas voilà, on connaît un peu tout Mmh. l'extrême, pas d'électricité, pas d'eau, pas d'égout, extrême violence, 50 000 morts par balle par an, quand même, c'est un bon score. Et avec tout ce qu'il y a derrière, prostitution, drogue, enfin c'est pas le meilleur milieu du monde. Et nous, on a monté un projet d'aller rencontrer les gens dans les favelas et d'aller leur filer un coup de main. Au sens, pendant 15 jours, de reconstruire des trucs qui étaient cassés, des cases qui étaient complètement défoncées, amener de l'eau là où ils avaient le lieu commun, refaire les cuisines, etc. Et l'idée, c'était de payer le voyage et d'aller filer un coup de main pendant 2 semaines à des gens avec qui on est en contact depuis très longtemps. Et au début, moi, j'ai dit, bah, j'y vais pas, ça sert à rien, en fauteuil, dans les favelas, je vais faire me bouler. Déjà, Rio, c'est pas super accessible, mais les favelas, c'est juste pas accessible, même pour les valides, il vaut mieux pas y aller. Et donc, je dis, bah, au lieu de payer un billet d'avion, bah, la thune du billet d'avion, bah, je vais la mettre, ça fera un peu plus de thunes aux gamins, parce qu'on amenait des médicaments, des jouets, du matos de sport, etc. Et en fait, le groupe, ils sont arrivés à me tordre le bras en disant, bon, on y va, on fait un truc ensemble depuis des années, on va ensemble à Rio. Et là, on a passé vraiment un peu moins de 15 jours finalement sur place, où, euh, où c'était une rencontre, c'était assez un choc parce que c'est quand même la grosse pauvreté, on sent la violence, on sent les problèmes de drogue, de prostitution et de mort par balle, quoi, pour des gamins, ça fait un peu chier. Mmh. Et pendant que les copains, en fait, ils allaient filer un coup de main, moi je suis resté avec les gamins. Et là, je suis passé par 3 stades, vraiment, mais hyper distinctifs. Les animateurs, ils leur ont dit, ouais, il y a une star sportive qui vient. Donc les gamins, ils ont pensé Neymar, tu vois. Donc, quand ils ont vu arriver le pauvre Vince avec le fauteuil roulant qui joue au ping-pong, il y a eu une petite surprise, on va dire. Et, euh, et puis assez rapidement, bah, voilà, j'ai partagé mon parcours, j'avais emmené les médailles, on avait emmené des cadeaux aussi, des t-shirts sportifs à leur nom et tout ça. Donc j'étais un peu, bon, j'étais pas Neymar, mais j'étais un peu la star. Pendant un moment, j'étais un peu la star, c'était super sympa. Et puis voilà, on avait un côté un peu Père Noël quand on arrivait avec plein de cadeaux aussi. Puis on savait que les copains allaient bosser pendant pratiquement 2 semaines. Et voilà, je suis passé du statut de star. Après, ben, en fait, ils m'ont complètement ignoré. Les gamins, et moi, j'ai discuté un peu avec les animateurs, ou même des gamins soit qui parlaient anglais, soit des animateurs qui traduisaient par rapport aux Brésiliens. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ben, on n'avait rien de commun, quoi. Moi, j'étais un peu le mec riche qui vient pour filer un coup de main, mais en fait, ils en ont rien à foutre de moi, quoi. Donc, ils m'ont dit, nous, on veut faire des photos avec toi si tu veux, tu pourras dire à tes potes, t'es un mec gentil, mais on s'en fout de toi.
Donc, ouais, vraiment, ils m'ont laissé dans mon coin, quoi. Pendant un moment, Tu t'es senti délaissé bah, ouais, c'est la réalité. C'est puis petit à petit, en fait, grâce à des animateurs, on a commencé à faire un peu, bon, on va dire un peu du coaching collectif, à des groupes de parole. Et puis on a échangé sur nos parcours, sur nos difficultés, sur nos vulnérabilités, nos problèmes, où eux, bah, ils auraient leurs propres difficultés. Moi, le quotidien du fauteuil, c'est pas non plus super rigolo. Et en fait, et puis du coup, on était à la même hauteur, on discutait ensemble, et en fait, on n'arrivait plus à se quitter. Au bout de 10 jours, c'était impossible de se quitter. Alors moi, j'étais Donc, tu as pas, réussi à tisser des liens incroyables avec des personnes qui, au départ, c'était jeune des banlieues, des euh, favelas, quoi. ouais, il y avait un froid et à la fin, vous avez réussi Ben à ouais, créer on a créé une vraiment un truc affinité, quoi. fort, des affinités. Alors j'ai des potes en sociologie, ils disent, vous êtes rejoints sur un certain niveau de conscience, de résilience. Bon, ça c'est la théorie. En fait, c'était juste, on a kiffé de passer du temps ensemble et c'était trop Tu as cool. déjà un petit peu de contact avec certains d'entre eux? Pas Mhm. du tout? Oui. Ah ouais, ouais, toujours, ouais. Et justement, ça c'était, on va dire, 2014, un truc comme ça, ou 2015, je sais, ouais, dans Juste deux- avant, du coup, les juste avant les 2016, où tu jeux, ouais. pensais que tu allais pouvoir, Mm. en plus, avec ce projet-là, Et puis, rebondir. je pense que je devais être entre 3 et 5 mondiales. À l'époque, pour moi, Hmm. c'était une évidence que j'allais venir au jeu. Et donc, j'aurais dit, bah, c'est cool, on va se revoir parce que moi, je vais revenir au jeu. Et en fait, pendant ce temps-là, je vais monter une cagnotte, je vais trouver du pognon, et puis je vais pouvoir vous trouver des billets et on va aller au jeu ensemble. Et puis, si c'est pas un Brésilien, j'espère que vous serez un peu avec moi, quoi, parce que c'est cool. Et j'étais vraiment sur cette promesse-là. Et du coup, le fait d'avoir l'annonce de pas aller au jeu, en plus, le côté perso, par rapport à mon ego, par rapport Hmm. à tout ce que, bah, c'était un peu violent. Mais j'avais ce projet-là où, du coup, ça s'effondrait aussi. Et j'ai un pote qui a eu une idée, quoi. C'est même pas moi qui ai pensé, avec qui je bosse beaucoup sur des interventions en entreprise. Lui, il a imaginé de proposer des séminaires, ça s'appelle Incentive, là, les trucs Hmm. où les gens ils vont faire, je sais pas, du rafting, ils vont dormir dans une yourte, ou ils vont faire du saut au parachute, ils vont faire des trucs un peu engagés en montagne ou on va dire en tout terrain. Et là, ce qu'il a proposé, c'était au lieu de faire ça, de faire une semaine aux Jeux paralympiques avec une partie un peu coaching collectif, mais c'était pas trop non plus pour travailler, et une partie sportive où c'était moi qui les accompagnais sur le côté coaching et d'aller voir les Jeux avec un guide un peu privilégié. Et du coup, on a vendu ça à des grosses boîtes, genre les Google et des boîtes comme ça, qui ont adhéré, donc ont mis de la thune pour envoyer leurs meilleurs performeurs au jeu. Et du coup, ça a payé mon voyage pour aller au jeu. Donc, un peu grâce à cette initiative. Alors, j'ai bossé un peu, mais enfin, bon, c'était coolos. Surtout que on a fait 2 sessions, 2 fois une semaine, première semaine des jeux, deuxième semaine des jeux. Et les groupes, l'idée, c'était de faire un peu du sport, un peu de coaching. Et puis le truc que moi j'avais pas pensé, c'est qu'eux ils ont dit mais en fait nous on va au Brésil, c'est aussi Copacabana, c'est Ipanema, etc. Donc en fait on a fait tout ça et en plus eux ils sortaient en boîte de nuit, ils rentraient le matin, je sais pas l'énergie qu'ils trouvaient. Eux ils ont vécu leur meilleure vie, c'était vraiment génial. Et donc ça m'a permis de relancer ce projet et de faire une cagnotte. Les copains ont mis un peu de thunes, moi j'en ai mis un peu et ça nous a permis, on avait dans l'idée d'acheter des billets pour plusieurs dizaines de gamins. Et grâce à un des potes avec lesquels on est venu, qui est un passionné de Formule 1, un passionné de voiture, et qui a fait le trajet en même temps que le patron de Renault-Nissan Amérique du Sud, qui était sur place, ça nous a permis de le rencontrer. Donc on a rencontré le Carlos Ghosn de là-bas, qui lançait sa nouvelle voiture. Et en fait, donc il voulait rencontrer un champion, puis voilà, c'était l'occasion. Et la veille de notre rencontre, il a reçu 8700 billets pour son entreprise pour les Jeux en tant que partenaire principal. Et il était dégoûté parce qu'il dit, mais moi, j'ai aucun moyen de les distribuer. Tous les mecs de mes équipes, ils bossent 24/7 parce qu'on sort une nouvelle voiture. Ils sont en train de bosser tout le temps. Ils pourront pas y aller. On n'a pas le temps de le donner à des partenaires. Et il m'a dit, t'en veux? Et là, bah ouais, je vais peut-être pas en prendre 8000, je ne saurais pas comment faire. Et donc, on a pris des centaines de billets gratos pour emmener les gamins en plus des quelques-uns qu'on avait déjà financés. Et en plus de ça, le gars, c'est Nissan Renault. Je lui dis, ben, avec la thune qu'on a, on va pouvoir louer des cars. Et le mec, il fait, ah, mais tu veux des cars? Parce qu'il était aussi en charge d'une partie du transport. Donc, il nous a financé des bus pour emmener les gamins. Incroyable. Ah, c'était génial. Et au total, en fait,
les gamins avec qui on est allé les rencontrer, on est allé les voir, on est revenu avec des cadeaux, des médocs, des jouets, des fringues, des trucs comme ça. Et en fait, on a emmené 200 gamins voir les jeux sur plein d'épreuves qui étaient autres que le football, quoi, parce que c'est leur truc. On allait voir la boccia, le machin, les trucs les plus pourris du paralympisme, du basket fauteuil, du tennis, du ping-pong. Ouais, on a vécu un truc de dingue. Et ils sont allés à la cérémonie de clôture aussi. Super. Ah, c'était génial. Ah, ça, c'était vraiment un génial projet, quoi. Tu nous as parlé de ce projet au Brésil. Tu fais de l'avion, tu Mm. as véhicule à moteur. Succinctement, si tu peux un petit peu. Là, bah, l'association Adonf là qu'on avait créée avec mon père une trentaine d'années maintenant pour m'accompagner au niveau du ping, en fait, on a assez rapidement ouvert à d'autres activités et notamment les activités d'accès à la montagne ou à la pleine nature pour les personnes en situation de handicap. Donc nous, ça fait depuis les années 90 qu'on fabrique, qu'on bricole des fauteuils tout-terrain. C'était vraiment le premier projet, c'était d'avoir d'être en capacité d'aller dans la nature et d'aller sur les chemins, un peu comme les gens en VTT. Nous, on a fabriqué des FTT, des fauteuils tout-terrain, avec toute l'histoire du VTT aussi, avec du retard. Au début, la direction était naze, n'était pas suspendue, les freins n'étaient pas dimensionnés. On s'est pris pas mal de gamelles, on a fait pas mal d'erreurs, mais petit à petit, on est arrivé à faire évoluer nos protos qui ont séduit des entreprises où aujourd'hui, il s'est industrialisé en fait. Nos D'accord. jouets ont été industrialisés par plusieurs sociétés qui maintenant gagnent de l'argent avec ça, qui font du service après-vente, qui font des super produits, quoi. Nous, on a lancé le Donc, truc. aussi, ouais, voilà, vous étiez à l'origine. Nous, on était les pionniers en fait. On était les bricoleurs. Mon voisin, quand il nous voyait Je sortir du me garage, souviens, ouais. je disais, putain, vous êtes plus racing que tuning, quoi, ouais, parce que ça ressemblait à rien. Nos machins, c'était du fil de fer, du scotch. Mais par contre, ça roulait, et puis après, on a pu faire évoluer ça. Et l'idée qu'il y avait derrière, au début, c'était un projet un peu égoïste, parce que moi, je voulais aller faire des sorties avec les copains qui faisaient du VTT, et puis emmener d'autres personnes en situation de handicap. Et assez rapidement, on a pu faire évoluer nos engins pour qu'ils soient utiles pour d'autres personnes, pas que des personnes handicapées. Et avec l'apparition dans les années 2000 des premières motorisations sur les vélos, et comme on a un peu surdimensionné nos trucs pour qu'il y ait vraiment beaucoup de puissance, on s'est retrouvé dans la solution où on a, d'une certaine façon, inversé le paradigme de dire qu'il y a des gens en forme, valides, physiquement affûtés, qui vont faire du vélo, qui vont emmener un mec en fauteuil tout-terrain pour faire une balade. Et puis, voilà, ils sont gentils, ils emmènent le pauvre handicapé, c'est cool, quoi. Mais finalement, nous, avec nos engins, on devient moteur de la balade, où moi, je vais faire les reconnaissances, je vais aller voir les chemins, je vais trouver des nouveaux parcours. Et finalement, bah, c'est peut-être la personne handicapée qui va être motrice, qui va entraîner les autres à une balade. Et à la fin, l'idée, c'est qu'on fasse un truc tous ensemble et qu'on s'éclate dans les chemins, dans la montagne, dans la Tu pleine as nature. conscience de tout ce que tu as accompli quand même. Parce que Mm. bon, là encore, on n'a même pas parlé, que tu me l'as dit tout à l'heure, tu pilotes des avions, Des enfin des planeurs. planeurs, Ouais. voilà, des jeux, tu vas pas au jeu, mais tu trouves un moyen, tu prends le Carlos Ghosn C'est le coup de chance. d'Amérique du Sud, Ouais. tu fais des véhicules. Est-ce que tu as conscience que tu peux vraiment être un vecteur de. En fait, ça se fait assez naturellement. Maintenant que je suis vieux et que j'ai un peu de recul et qu'il y a des gens qui me le disent, je m'en rends compte. Puis c'est une fierté en fait. C'est une fierté et puis c'est une motivation aussi parce que moi, j'ai l'impression d'être utile en fait. Et ça m'apporte beaucoup. Mais sur le moment, c'est assez naturel. Puis c'est pas un truc qui a comment, c'est un truc de groupe en fait. On a un groupe avec Gilberto, Francis, des groupes de Ouais, tu as un copains. groupe d'amis qui est derrière. Ouais, on fait ça ensemble, puis ça nous éclate. Et chacun amène ses compétences de cycle, d'ingénierie, d'électricité et autres. C'est assez naturel. Alors, vraiment, il y a une démarche au début. Je vais comparer ça à la télécommande. La première télécommande qui a été créée aux États-Unis, à l'origine, c'est un mec qui s'est vautré en voiture, qui s'est retrouvé paraplégique et qui a fait le gros américain de base, qui s'est mis sur son sofa et qui regardait la télé. Il pouvait pas changer les chaînes. Il était en galère, il y avait un bâton, il essayait de changer les chaînes comme ça. Dans les années 70, et un de ses copains, c'était un directeur de recherche à la NASA, donc à l'époque où vous avez des budgets limités,
Et lui, avec son équipe, ils ont créé la première télécommande qui permettait aux gars de changer les chaînes. Alors ça ressemble à rien, c'est un gros boîtier dégueulasse, mais en fait, ils pouvaient piloter les chaînes et le son on-off de sa télé. Et en fait, le processus, je prends ça comme exemple parce que derrière, la télécommande a été utile pour son copain, mais assez rapidement, ils se sont rendus compte que c'était universel. Qu'aujourd'hui, on peut plus se passer d'une télécommande. C'est tellement normal, au moins d'appareils électriques ou électroniques. Mais le processus, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, lié au handicap, mais ça pourrait être autre chose, qui a un problème, qui a une limitation, Cherche des ressources. il cherche des ressources, et ça vient de l'extérieur. Parce que lui, il n'était pas ingénieur à la NASA, le mec, hein, c'était un branleur d'Arizona voilà, qui voulait juste regarder la télé. Mais autour de lui, il a des copains qui, eux, vont chercher une solution à la limite pour lui, et ces solutions, ils vont se rendre compte qu'en fait, elles sont universelles et qu'elles vont être utiles pour tout le monde. Et nous, c'est un peu ce qu'on a fait. C'est au début, on a cherché des solutions pour que moi, je puisse aller faire des balades avec les copains et puis d'autres personnes en situation de handicap. Et après, on s'est rendu compte que c'était utile déjà pour toutes les personnes en situation de handicap, mais d'autres aussi. Un jour, il y a une nana qui vient de Grenoble pour faire un reportage parce qu'elle a entendu parler des gens un peu bizarres dans le Trièves qui fabriquent des fauteuils tout-terrain. Et elle arrive avec tout son matos pour faire un reportage. Et nous, on allait partir en balade. Et on lui dit, bah, vous venez, ou tu viens, enfin, je sais plus si on... mais elle regarde les vélos, elle regarde le fauteuil tout-terrain. Ah ouais, mais moi, je suis pas de vélo, quoi. Enfin, je suis nul en VTT. Et donc, on dit, bon, on s'en fout. Vous l'avez embarqué. Ouais, tu prends un fauteuil tout-terrain. Et du coup, elle est venue, elle a fait son reportage, elle a kiffé grave parce que c'est plus stable, c'est super, on est plus près du sol, c'est hyper ludique, enfin, il y a des grosses sensations. Et en fait, elle a pratiquement jamais fait de vélo ou de VTT. Ben, elle a pu faire une sortie en montagne avec des gens handicapés, des gens valides, etc. Elle a trop kiffé. Donc, ce que nous, on a pu créer, en fait, c'est utile pour d'autres personnes qui sont peut-être temporairement blessées, ou qui sont pas en forme, ou qui sont surpoids, ou qui savent pas faire du vélo parce que c'est stable, etc. Et ça, c'est cool. Je te partage une anecdote que je trouve géniale. Regarde d'un gamin, c'est pour la préparation des Jeux de Londres. J'étais en préparation à côté d'un centre de rééducation qui est en Bretagne, avec un fauteuil tout-terrain électrique. Et il y a une kiné qui m'a demandé si on pouvait aller faire une balade ensemble sur le chemin des douaniers. Enfin, c'est super joli. Et on passe à côté d'une plage. Donc là, elle était avec son vélo. Moi, j'étais avec le fauteuil tout-terrain qui était carrossé avec des jolies couleurs. Enfin, ça faisait un petit bolide. Et il y a un gamin qui voit ça et il était super fasciné. Et il demande si on peut aller faire un tour ensemble. Donc je vois avec ses parents s'ils sont d'accord, parce que prend sur les genoux, je vais pas passer pour le gros pervers du coin. Non, je vais faire gaffe. Et donc on va faire un tour, on va un peu dans l'eau, on va dans le sable, on descend. Le gros kiff, le gamin, il a des étoiles dans les yeux. Et au moment où on va pour partir, il me dit, putain, tu sais quoi, Vince, en fait, ton engin, tu devrais aller le montrer aux gens là-bas. Ils sont tous handicapés, ils peuvent pas bouger. Et je suis sûr qu'avec ça, ils vont pouvoir bouger. Et à aucun moment, il a pensé que moi, j'étais handicapé. Il croyait que c'est juste un nouveau jouet. Et là, j'ai adoré ce gamin qui avait cette vision, cette générosité de dire, ah, mais toi, ton jouet, il pourrait être utile pour les personnes handicapées. Je trouve ça génial. Alors que le process, c'était juste dans l'autre Belle sens. histoire. Ouais, c'était un petit Malo, il s'appelait le petit breton. Quelle valeur, quelle expérience tu penses que tu arrives à transmettre aux personnes que tu coaches? Qu'est-ce que ton passé te permet de... Est-ce que ça, tu penses que c'est des outils qui te servent aujourd'hui? Ben, moi, je suis arrivé au coaching un peu de manière, il y a des fumeurs passifs, je sais pas, euh, La voix secondaires. n'était pas directe. Ouais, bah, elle était pas direct, et c'était pas du tout, c'était pas mon intention, mais moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui touche aux différents vecteurs de la performance, hein, la prépa physique, la prépa mentale, la nutrition, la vidéo, enfin, voilà, toi, ça te parle, mais Bien sûr. des leviers assez évidents et qui n'étaient pas forcément très considérés dans le handisport. On n'avait pas cette approche dans les années 90. Donc moi, je suis allé piocher dans plein de mouvements, dans plein de méthodologies, dans plein de préparateurs mentaux, en passant par la Tu as PNL, la été un petit peu précurseur à ce niveau-là. bah, même un peu trop, même, parce que quand moi j'ai proposé à ma fédé de faire mes travaux de thèse sur la programmation neurolinguistique et la visualisation de l'athlète dans la haute performance, ce que faisait Gatien à l'époque au labo à Bordeaux, donc, un joueur de ping valide.
bah, ils ont cru que j'étais rentré dans une secte, tellement ils étaient Oula, ignorants. cette fédération. Bah, c'était précurseur, quoi. Ah non, vraiment, ils comprenaient rien. Ils se disaient, non, mais il faut faire attention, il faut le protéger, Vincent. Non. Ah ouais, non, c'était violent, quoi. Pour montrer le niveau d'ignorance, en fait, de ces outils-là qui étaient plus qu'inexistants, quoi, qui étaient contestés. Et donc, moi, j'ai pioché dans tout ça pendant plus de 20 ans. Ça s'est fait assez naturellement. Il y a des jeunes qui sont venus, parce que moi, j'étais déjà ancien, même si j'étais toujours en activité, et qui m'ont demandé un peu des conseils, qui m'ont demandé des pratiques, puis qui après, petit à petit, m'ont demandé de les accompagner un peu plus. En sachant que moi, j'avais pas de diplôme à cette époque-là, je faisais ça un peu à minima et avec un gros complexe de l'imposteur grave. Non, je suis pas à ma place. Et puis petit à petit, ça s'est arrangé où j'ai pris confiance. Et puis j'ai fait des formations aussi pour avoir vraiment la certification officielle de coach professionnel et pour, voilà, pour être à l'abri aussi de ce côté-là. Et puis petit à petit, j'ai pris du plaisir et du coup, c'est une partie de mon activité aujourd'hui. Et pour revenir aux valeurs, en fait, moi j'aime beaucoup travailler sur les valeurs qui sont importantes pour chacun d'entre nous. Moi j'ai mon propre système de valeurs, c'est clair que nous on en partage un certain nombre. Mais après, dans toute l'approche du coaching, c'est qu'est-ce qui va émerger, qu'est-ce que les personnes coachées vont pouvoir faire apparaître et qui sont leur propre système de valeurs. Et donc moi, j'essaie au contraire d'être plus en retrait. C'est pas facile parce que je suis parfois sollicité plus en mode conseil que coaching. Donc voilà, j'essaie de bien rester dans ma posture de coach quand j'accompagne des gens, parce que j'accompagne un certain nombre de sportifs de haut niveau. Et puis parfois, bah, je bascule parce que je pense que ça peut être utile de raconter une anecdote, de partager une expérience. Ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, voilà, on en parlait juste un peu avant, hein, un peu la technique maïotique, c'est-à-dire qu'un coach est censé plutôt questionner pour faire émerger les réponses Mm. auprès des personnes qui le coachent. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a certaines Ouais, réalités où on a envie un petit peu plus s'impliquer ouais, personnellement, et peut-être que toi, ton expérience fait que tu peux aider aussi certaines ouais. personnes, même si tu essaies de pas trop le faire. Voilà, ouais. Parfois, je pense que ça peut être utile. C'est assez rare. J'essaie d'être plutôt en retrait pour pas prendre de la place par rapport au chemin que la personne que je coach est en train de faire. Et ceux que tu coaches, ils savent ton parcours un Ouais, peu, ton ouais, ouais, cursus, ouais, donc ouais, ouais, ouais. Et puis je m'en cache pas, c'est une ouais, c'est fierté. normal, Donc bien sûr. non, c'est dans les premiers moments de coaching, il y a un moment où on va faire un peu de l'alliance, on va décider si on travaille ou pas ensemble. Et moi, je raconte mon parcours. Mais ils le savent déjà. En fait, ils viennent. Maintenant, en fait, les gens qui nous sollicitent pour être coachés, c'est parce que d'autres en ont entendu parler. Mm. Donc, alors, ça Bouche à tombe bien oreille. parce qu'il y a une démarche commerciale qui je Lorraine. Mais là, c'est par bouche à oreille. C'est ça, bouche à oreille, par recommandation. Et c'est assez sympa et c'est même confortable parce que ils savent quel type de coaching je vais avoir, quel est mon parcours. Moi, je vais être un peu confrontant parfois dans le coaching, je vais être un peu provocateur et c'est pas à tout le monde à qui ça convient. Donc, je m'autorise ça avec aussi la possibilité d'illustrer par des histoires personnelles ou des gens, des histoires que je connais, que je pense qu'ils peuvent être inspirantes. Pas forcément de moi, mais parfois ça permet de raconter des choses. Donc, ouais, j'utilise pas mal ça quand je pense que c'est approprié. On arrive un peu à la fin de cet entretien. C'est quoi les projets futurs? T'as quelque chose? Soit en coaching, soit moi, je me souviens, on se tenait dans 10 ans, comment tu te vois? Est-ce que tu as une vision? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'accomplir qui te garde un petit peu? Ben, là, on a un projet très concret avec Adonf, avec notre association. On est en train de construire un local pour accueillir tout le matos qu'on a, qui est un peu réparti chez différents copains dans différentes granges. Et du coup, comme on fait jamais les choses simplement, on s'est dit qu'on allait faire un peu plus qu'un lieu de stockage. Ça va être un lieu de stockage et de réparation, donc avec un atelier pour entretenir, réparer les fauteuils tout-terrain ou les vélos. Et en fait, cet atelier, on va l'ouvrir à des gens qui sont dans le territoire du Trièves, qui travaillent dans les ressourceries où ils récupèrent des canapés, des lits, de la vaisselle, des bouquins, etc. Donc, ils font beaucoup de manutention.
Et l'idée, c'est qu'ils sont en réinsertion sociale parce qu'ils sont souvent un peu cabossés de la vie pour des trajets. Ouais, ils ont pas fait des conneries, ils ont peut-être abusé sur certaines substances liquides ou pas liquides, et ouais, ils sont en train de réapprendre, de réintégrer petit à petit le monde social à travers le travail et à travers le fait d'être un peu utile dans ce qu'ils font. Et nous, on leur a proposé de se joindre à notre aventure. Moi, j'ai des copains qui vont donner du temps et des cours en fait, de formation pour réparer, pour leur apprendre à réparer les fauteuils tout-terrain, et qui du coup amènent à une compétence qui est aussi l'entretien des vélos, réparation de vélos. Et eux, ça les intéresse parce qu'ils vont monter en compétence, ils vont pouvoir sortir un peu du truc de manutentionnaire où ils travaillent des canapés toute la journée. Et en plus, eux, qui sont un peu accompagnés, un peu assistés aujourd'hui, eux, ils sont convaincus qu'ils vont être utiles parce qu'ils vont aider les autres, les plus pourris qu'eux, quoi. Et on est en train de mettre tout ça en place. D'accord, donc c'est un projet à... C'est un projet en ce moment, à quelques mois, parce que comme moi j'ai mis un peu de thunes dedans et notre assos, on n'a pas trop d'argent, on le fait en autoconstruction, donc ça se fait un peu au fil du temps. Et avec un lieu aussi d'accueil, de coaching. En fait, il y aura aussi un bureau dans cet établissement. Donc là, c'est en ce moment, mais c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment cool. Et puis, moi, j'ai envie je continue à développer mon activité. Je fais pas mal de formations en entreprise et j'anime des séminaires où je fais des conférences ou des ateliers autour de la résilience, d'être positif, résilient, mais performant. Donc, c'est vraiment les thématiques sur lesquelles Donc j'interviens. encore d'accompagnement du coup, hein. Ouais, c'est beaucoup d'accompagnement en entreprise auprès de dirigeants, de managers ou en collectif aussi. Et puis j'accompagne des gars en prépa mentale, donc des sportifs de haut niveau. Le truc marrant, c'est qu'en ce moment, j'ai personne qui joue au ping et personne en handisport, donc c'est assez questionnant. Donc Ils sont dans quelle discipline? biathlon, basket, ski d'alpinisme, tennis, par exemple, pour donner quelques exemples. Mais moi, j'adore, pour prendre un exemple, une jeune fille qui a été championne du monde junior en biathlon, qui est super belle, super physique, intelligente, gentille, puis en fait, qui fait un sport de malade. Où le biathlon, il faut faire du ski, le cardio à 350, puis après, on s'arrête, il faut être calme pour viser la cible, Hmm. etc. Et c'est un peu le contraire. Moi, je suis vieux, je suis en fauteuil, je fais du ping-pong. Et en fait, malgré tout, je peux l'accompagner sur sa prépa mentale, sa gestion du stress, les objectifs, tout ça. Donc, je trouve ça magique. C'est vraiment magique. Donc, Il n'y a pas de frontière dans l'accompagnement, quoi. non, 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 pas du tout. Et là, j'ai envie de continuer à développer ça, à le faire un peu plus en local parce que je suis souvent sollicité pour animer des séminaires ou des interventions un peu loin. La semaine prochaine, je vais accompagner le comité directeur d'une grosse banque qui est à Paris. Après, je vais à Sophia Antipolis, à côté de Nice, pour une entreprise européenne autour des problèmes du cœur. Et je reviens à Paris en fin de semaine. Donc j'aimerais bien faire des trucs toujours aussi sympas, mais plus dans le coin, plus proche de Grenoble ou des Chiroles, et ou même de Lyon, ou, enfin dans le bassin. Et puis on a un gros projet avec les copains de la sauce qui avait été avorté. Moi, je suis fan du Bhoutan, de ce pays magique, et le dernier royaume himalayen, quoi. C'est entre l'Inde et la Chine, où on a organisé un trek pour aller là-bas et emmener du matos de mobilité, donc des fauteuils tout-terrain, des fauteuils pour aller dans des sentiers où c'est pas possible en fauteuil, même tout-terrain, donc des jouelettes, enfin tout un tas d'engins de mobilité pour les personnes handicapées. Et en relation avec les assos locales, dans l'idée de ne pas donner du matos parce que ça sert à rien, en fait, mais d'échanger de la compétence par rapport à ce que eux ils ont besoin. Donc on est en contact avec eux depuis longtemps. On a monté une première expé en 2019 où on a eu un problème de visa et on n'a pas pu aller jusqu'au Bhoutan. Donc on s'est retrouvé, au lieu d'aller dans l'Himalaya à 4000 mètres, on s'est retrouvé dans la jungle birmane entre la Birmanie et la Thaïlande, dans les camps de réfugiés où il y a beaucoup de personnes handicapées parce qu'il y a des mines qui traînent de partout. Et on a bossé avec une assoce locale pour échanger sur de quoi ils avaient besoin, comment ajuster notre matos avec des copains bricoleurs qui ont mis en place pour que ça passe en largeur, etc. Et on n'a jamais pu aller au Bhoutan.
l'année d'après, Donc, on a c'est que réorganisé. partie est remise et c'est Ouais. potentiellement c'est resté dans un coin de la Ouais, tête. on aimerait bien réaliser ce rêve. Un dernier mot pour la fin. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre un petit peu aux personnes qui regardent, qui vivent avec un handicap? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner pour dire qu'ils puissent continuer à accomplir leur rêve? Parce que là, tu nous as montré, et encore, je pense qu'on a sauté certains passages, hein, Ouais, mais c'est vrai que autant de projets, autant de réussites. ben, c'est déjà d'y croire, hein. Il y a plein de jolies phrases, hein, de vivre ses rêves, Hmm. rêver sa vie, etc., qui sont des mantras sympas. D'oser, d'oser. Puis souvent, le problème qu'on a, hein, je me mets dedans, c'est que parfois on se fait pas suffisamment confiance, ou on est trop limité par le regard des gens qui vont avoir tendance à être un peu limitant. Mais de croire en plein de rêves. Alors j'accompagne, il ne faut pas avoir des rêves, il faut avoir des projets. Donc d'avoir des projets, ça c'est très mobilisateur. Et de vivre avec les gens, d'entraîner d'autres personnes sur ces rêves, sur ces projets. En gros, d'oser faire les choses, d'oser pousser la porte d'un gymnase pour aller faire du sport, hein, ne serait-ce que du sport loisir, du sport santé. Ça c'est quand même super chouette, et de croire en l'humanité des gens, en la bienveillance des gens, parce qu'on fait plein de choses ensemble. L'humain s'adapte beaucoup, hein. Ouais. Même quand tu n'osais pas aller au début au Brésil, en fait non, en fait, tu trouves des solutions, même au début ça se passait moyennement, tu ouvres certaines portes et Et moi, il y a un truc qui me tient à cœur quand même, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut apporter. On ne doit pas être forcément dans l'attente parce qu'on est en situation de handicap ou de vulnérabilité, que les autres doivent nous aider, nous assister. Nous, on a une capacité aussi d'apporter des choses. Là, on a mis en place un super programme avec OSE à Échirolles, dans les quartiers prioritaires de la ville, où au lieu de proposer des licences où les jeunes des banlieues un peu en difficulté, ils vont venir faire du sport, ils vont faire un peu de boxe, un peu de tennis, un peu de ping-pong, un peu de natation, etc. On a constaté que ça marchait pas très bien, ça durait pas. Mais par contre, que quand nous, on va les rencontrer dans les MJC, dans les bars d'immeubles et autres, et pas en emmenant du sport, en emmenant du sport, c'est beaucoup plus facile. Parce que, tu vois, t'imagines quelqu'un qui se la ramène un peu avec tous ses potes, tu vois, moi, il se prend un peu pour Mbappé, mais en fait, tu lui mets un ballon au pied, tu sens qu'il va peut-être être un peu embarrassé. Par contre, si tu amènes un fauteuil de basket, un panier qui est à hauteur, comme ça, tu mets des dingues tout le temps, et que tu proposes quelque chose d'autre, tout le monde est au même niveau. C'est jamais ridicule. Et donc, du coup, ça entraîne les gens à jouer, à se faire plaisir, à faire un peu de compète. Et donc, on propose oser le handisport dans les quartiers, avec derrière des jeunes qui se prennent au jeu et qui, du coup, viennent au sport. Ça, c'est un truc qui est vraiment cool. Et ça me permet d'évoquer. Alors, j'ai épargné plein de citations, parce que j'aime bien en mettre de partout, mais il y a un vieux, tu dois sûrement le connaître, c'est un vieux coach qu'on voit plus trop dans les soirées, là, c'est Sénèque. Ça fait longtemps qu'on l'a plus trop vu, mais en tout cas, il a dit plein de phrases géniales. Il y en a une que j'adore. Il a expliqué: vivre, c'est être utile aux autres. Et dans cette phrase, pour moi, il y a tout, quoi. Il y a la vie, il y a être, de se réaliser, les autres, et puis comment nous, on peut être utile pour eux. Là, il y a tout. Je pense que le mot de la fin, il est nickel. Merci Vincent pour cet échange, c'était très inspirant. J'espère que tous tes projets vont être menés à bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Kroos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Un petit like, un abonnement. Ça peut être important pour le référencement de la chaîne. Donc je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.